Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce lundi soir. C'est un homme bien connu dans les rangs de l'armée qui prend les commandes de l'état-major général. Salif Modi est passé par de grandes écoles militaires africaines comme européennes. Il a dirigé plusieurs unités au Niger comme à l'extérieur. Aussi, par 2 fois, il a été membre de juntes militaires qui ont renversé des régimes politiques au Niger. Sa nomination est perçue comme un pas en avant dans la résolution de la crise sécuritaire que connaît le pays. Moi, personnellement, je ne les connais pas, mais ce qui se dit dans les réseaux sociaux, par en tout cas des anciens, ils disent, en un mot, c'est un homme du terrain. Très loin d'être une solution, mais c'est peut-être un pas, un petit pas qui montre que, bon, finalement, donc, on commence à prendre en compte au moins les aspects les plus simples de ce que l'opinion demande depuis très longtemps. Dans des années, nous avons demandé à ce qu'on ramène ces valeureux soldats qui ont prouvé preuve dans les différents conflits que nous avons eus, des rébellions et autres. Les autres responsables qui ont été sanctionnés sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et l'inspecteur des armées. Leurs sanctions interviennent au lendemain de l'annonce du nouveau bilan de l'attaque du camp militaire de Sinégoder le 9 janvier dernier. 89 soldats sont morts, contrairement aux 25 annoncés précédemment. Ce matin, le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est recueilli sur les tombes de ces 89 soldats avant de s'envoler pour Pau en France pour la rencontre convoquée par le président Emmanuel Macron. Jusqu'au mercredi prochain, les drapeaux nigériens seront en berne pour cause d'un deuil national décrété par le gouvernement. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Aucune rencontre physique n'a eu lieu entre le chef du gouvernement libyen reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, arrivés tous les deux à Moscou selon le président du Conseil d'État libyen, basé à Tripoli, Khaled al-Meshri. Les négociations ont cependant duré environ 7 heures, avec en toile de fond une note de satisfaction pour la médiation assurée par la Russie. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que des progrès ont été obtenus. Les médiateurs, la Russie et la Turquie ont annoncé à l'issue des négociations que Fayez al-Sarraj a signé l'accord. Le maréchal Khalifa Haftar a quant à lui demandé un peu de temps supplémentaire. Le maréchal Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne, et M. Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants de Tobrouk, ont positivement reçu le document, mais demandent un peu de temps supplémentaire pour décider de sa signature. J'espère que cette décision sera positive. En Libye, la rencontre défraie la chronique. Tous les regards sont tournés vers Moscou. Ces Libyens n'aspirent qu'à une seule chose, un compromis entre les deux protagonistes en vue d'une paix durable. À Téhéran, les manifestations de la semaine dernière dénonçant la mort du commandant de la force Quds, Qassem Soleimani, ont cédé la place à des protestations antigouvernementales après que le gouvernement a admis que l'avion de ligne ukrainien avec à son bord 176 personnes a été abattu par erreur par un missile iranien. Le président Trump a demandé dans un tweet aux dirigeants iraniens de ne pas tuer les manifestants. Il accuse le régime iranien d'avoir tué ou emprisonné des milliers de personnes. Le monde vous regarde, prévient le locataire de la Maison-Blanche. Nous allons soutenir les droits de l'homme. La meilleure chose que nous puissions faire pour le peuple iranien et pour le monde est de poursuivre notre campagne de pression maximale pour que le régime iranien n'obtienne jamais l'arme nucléaire, arrête ses activités terroristes dans la région et son programme de missiles balistiques. Au Congrès, les démocrates et certains républicains estiment que la Maison-Blanche n'a pas fourni assez de preuves pouvant justifier la frappe de missile qui a tué Soleimani en Irak.
Le président a pris plusieurs décisions éradiques et impulsives en matière de politique étrangère. Elles ont rendu les Américains moins en sécurité. Et la Chambre, contrôlée par les démocrates, a voté une résolution pour limiter les pouvoirs militaires du président. C'est le Congrès qui a le pouvoir de déclarer la guerre. Nous devons aller vers la paix et non vers la guerre. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a déclaré qu'il n'avait pas vu les renseignements montrant une menace iranienne imminente, comme l'a indiqué l'administration, mais qu'il partageait l'avis du président selon lequel les installations américaines étaient en danger. Eureka Park fait partie du Consumer Electronics Show de Las Vegas où plus de 1200 exposants et startups technologiques du monde entier viennent présenter leurs produits. Les suspects habituels sont en pleine force, mais il y a aussi les prétendants inattendus pour la star montante de la technologie, comme en Thaïlande où la nécessité semble être la mère de l'invention. Mes amis et moi, nous nous sommes réunis et nous voulions travailler pour une entreprise de robots. Mais nous ne pouvions pas en trouver une en Thaïlande. Et nous étions très jeunes à l'époque, alors nous avons juste créé notre propre entreprise. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur le talent technologique du pays, comme cet entrepreneur qui est retourné dans son pays d'origine après des séjours à New York et à Chicago. Je crois que nous avons beaucoup de gens talentueux, comme des ingénieurs, des designers ou n'importe qui en Thaïlande qui sont vraiment intelligents, mais nous n'avons pas assez de soutien financier. Mahamadou Lamine Kébé est venu du Sénégal à la recherche de financement pour Tolbi, qui fait partie d'un système de capteurs connectés aidant les agriculteurs à suivre l'utilisation de l'eau. Mon oncle est un fermier africain et il gaspille 50 à 80% de son irrigation en raison du manque de connaissances et de contrôle sur les besoins en eau, et cela coûte de l'argent. Lamine Kébé est venu au CES pour trouver des partenaires qui peuvent aider à développer davantage les capteurs de Tolbi. Pour Dikossi, venu également du Sénégal, c'est le lieu idéal pour rencontrer des investisseurs potentiels. C'est un grand salon, la plus grande foire de l'innovation et des technologies au monde, où nous avons l'opportunité de rencontrer les plus grandes entreprises dans le domaine de l'innovation et de la technologie. Au stand de l'Ukraine, Anastasia Ramanova présente son système de contrôle des moustiques intelligent et respectueux de l'environnement. Ces opportunités sont vraiment importantes pour donner la parole aux technologues ukrainiens. Il y a un peu de manque en ce moment d'un soutien systématique, comme par exemple le manque d'accélérateurs en Ukraine. C'est pourquoi l'exposition de l'industrie est essentielle pour ces entreprises naissantes. Les visiteurs ont fait des commentaires inestimables sur CamTouch, un appareil qui permet aux utilisateurs de transformer n'importe quelle surface en une surface interactive. Ils nous donnent également de nouvelles idées sur la façon d'utiliser notre technologie pour fabriquer de nouveaux produits et atteindre de nouveaux marchés. Nous sommes vraiment ravis et reconnaissants d'être ici aujourd'hui pour représenter l'Ukraine. C'est un grand pas pour nous et c'est une grande responsabilité. Nous sommes prêts pour une belle performance. Fidèle à son nom, le parc Eureka offre de nombreuses opportunités d'immersion dans le monde de la technologie et les participants en ont bien profité. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Nous ouvrons cette page sportive par les résultats des rencontres disputées ce week-end au cours de la 4e journée de la phase des poules de la Ligue africaine des champions. Dans le groupe A, le TP Mazembe de la RDC a battu Primeiro de Agosto de l'Angola par 2-1. Mais le TP Mazembe garde le contrôle du groupe avec 10 points. Dans le groupe B, un but partout entre le FC Platinum de la Zimbabwe et Al-Ahly de l'Égypte. Al-Ahly du Soudan a été battu 1-2 par Étoile du Sahel en Tunisie, qui prend donc la tête du groupe avec 9 points. Dans le groupe C, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud a vaincu USM Alger de l'Algérie par 2-1, alors que Petro Atlético de l'Angola a fait un nul de 2-2 avec Wydad Casablanca du Maroc. Mamelodi Sundowns est leader du groupe avec 10 points. Enfin, dans le groupe D, AS Vita Club de la RDC a été dominé par 0-2 de l'Espérance de Tunis. La Tunisie qui prend donc la tête du groupe avec 10 points. Le Real Madrid a arraché sa 11e Supercoupe d'Espagne, son premier trophée de l'année, en dominant l'Atlético Madrid 0-0.
4-1 au tir au but dimanche à Jeddah en Arabie Saoudite. Sauvé par le Belge qui a stoppé le tir au but de Thomas Partey, les joueurs de Zinedine Zidane ont glané leur première Supercoupe depuis 2017 grâce à leur capitaine et ultime tireur Sergio Ramos. L'Ivoirienne Ruth Babdi est désormais la numéro 1 mondiale du taekwondo au niveau des dames dans la catégorie des moins de 67 ans, de 67 kilos, après le classement de ce mois de janvier publié par la World Taekwondo. Cette distinction survient moins d'un mois après sa médaille d'or à Zagreb en Croatie à l'Open International de Taekwondo. Suivez sa réaction. Je dois redoubler d'efforts pour améliorer la couleur de ma médaille. Et aussi, c'est aussi pour toutes les femmes, c'est la nôtre, c'est pour toutes les femmes ivoiriennes. Et j'espère que cette médaille va inspirer la jeunesse ivoirienne, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, de mon pays, et aussi promouvoir les valeurs du sport féminin. Rappelons qu'en décembre dernier, Ruth Bobby a remporté la médaille d'or à Moscou. Les juges français ont ajourné ce lundi le procès de Lamine Diack, l'ancien chef de l'athlétisme international en disgrâce, qui fait face à des accusations de corruption et de blanchiment d'argent liées à un scandale de dopage russe. Les détails avec Abdourahmane Dia. Le procès de l'ancien président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, Lamine Diack, a été interrompu pour des raisons de procédure et reporté à une date inconnue. Son ouverture est intervenue 5 ans après que les procureurs ont commencé leur enquête sur le Sénégalais Diack, qui vit désormais en résidence surveillée à Paris. Les enquêteurs ont décrit un réseau de corruption qui sévissait dans l'athlétisme mondial, y compris des pots de vin et des extorsions pour dissimuler des tests de dépistage positifs. Diack, 86 ans, a nié toute faute. Ses avocats ont déclaré que les accusations étaient sans fondement. Le co-accusé de Diack, son fils Pape Massata, qui a travaillé comme consultant en marketing pour l'athlétisme mondial, est jugé par contumace. Le Sénégal a refusé de l'extrader. Le blanchiment d'argent à lui seul entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans en France. Une triste nouvelle, le motard portugais Paulo Gonçalves, âgé de 40 ans, est décédé hier lors de la 7e étape du rallye Dakar en Arabie Saoudite, après avoir été victime d'une chute, ont annoncé les organisateurs. Gonçalves, deuxième de l'édition 2015 et qui disputait son 13e Dakar, a chuté au kilomètre 276 de la spéciale. Le pilote était inconscient et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de l'équipe médicale missionnée sur place. Après une tentative de réanimation, il a été héliporté vers l'hôpital où son décès a été constaté. Le Portugais, sacré champion du monde de rallye tout-terrain en 2013, avait effectué ses débuts sur le célèbre rallye en 2006 et avait terminé 4 fois dans le top 10. Un hommage lui sera rendu en soirée sur le bivouac. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Jacques. Merci bien, Annie Telani. À bientôt. Ouvrir un restaurant aux États-Unis peut coûter des centaines de milliers de dollars, mais opérer d'un food truck coûte environ 30 000 $. Un faible coût signifie plus de camionnettes et donc plus de choix pour les clients. Ils offrent tellement de choix, y compris des plats méditerranéens. Parfois, vous pouvez même trouver des hot dogs halal. Les gens aiment l'idée d'aller dans un endroit et d'avoir beaucoup de choix. Cette attitude est encouragée par l'industrie de la restauration rapide où la diversité de choix est primordiale. C'est pareil pour les food trucks. Les gens aiment venir dans un endroit où ils ont différents choix tous les jours. Je pense que c'est ce qui rend la nourriture fraîche et riche. Mais contrairement à un restaurant traditionnel, les clients des food trucks s'attendent à des services rapides. Ici, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont besoin de nourriture fraîche rapidement. Il y a des pauses de 30 minutes, alors vous devez veiller à ce que leur déplacement en vaille la peine. Et comme avec les restaurants, un bon emplacement impacte les profits.
Il est très difficile de trouver un bon emplacement. C'est une loterie. Aujourd'hui, je suis à l'Enfant Plaza et je paye pour travailler ici. Le processus d'obtention d'un permis de camion de restauration est lourd. Tout d'abord, vous devez faire une demande pour obtenir votre permis, puis passer l'inspection sanitaire. Nous effectuons des inspections de toutes les camionnettes. Un food truck doit passer une inspection tous les 6 mois afin de pouvoir renouveler son certificat d'inspection sanitaire. Nous faisons également des inspections sur le terrain sans prévenir. Mais gérer un food truck prospère repose principalement sur la qualité de la nourriture. Comme dans un restaurant, c'est ainsi qu'un food truck crée sa clientèle. Tout le monde n'est pas enchanté par la récente popularité des food trucks. De nombreux restaurants locaux affirment que ces camionnettes grignotent leurs profits. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci, à demain.